Mais la première chose à faire, c'est de réduire les polluants à la source. Avant même de parler de ventilation ou de filtration, et je vais vous donner l'exemple des plantes pour la qualité de l'air. C'est la plus grosse farce. Les gens, il y a toujours un bel article dans les revues pour madame, là. On va mettre plein de plantes dans la maison pour être en santé. Puis là, ils ont plein de chandelles parfumées, puis des sambons branchés dans le mur, puis des tapis mur à mur, puis tout ce que tu veux. Moi, j'ai appelé le chercheur de la NASA pour lui demander: Hey, c'est quoi ton histoire de plante, là? Il s'appelle B.C. Wolverton. Puis on a jasé longtemps, puis à la toute fin, j'ai posé la question: Qui tue? J'ai dit: Ouais, puis c'est-tu bon dans les maisons? Ça va-tu vraiment avoir un impact sur la qualité de l'air? Il dit: Ben non. Pourquoi BC? Explique-nous. Parce qu'on le sait que ça va bouffer le formaldéhyde, les plantes, araignées, puis tout ce que tu veux. Ça va vraiment absorber. Mais ça va absorber par les racines, puis il y a des façons de préparer vos racines dans des qui soient exposées. Il y en a qui ventilaient, ils mettent un ventilateur en dessous des racines pour que la pollution aide les racines. Mais surtout, ce que M. Wolverton m'a expliqué, c'est que ces recherches sur les plantes et la qualité de l'air ont été faites pourquoi? Pour les fusées, pour les navettes spatiales. Ils n'ont pas d'échangeur d'air, eux, parce qu'il n'y a pas d'air en haut. Comprenez-vous? Alors, si ton bâtiment est 100% étanche, avec zéro changement d'air, aucune fuite d'air, parce qu'ils n'ont aucune fuite d'air, je vous le garantis, dans l'espace, là, les plantes, oui, ça peut vous aider. Autrement, la minute que tu ouvres une porte, une fenêtre, un ventilateur, ça épure beaucoup plus qu'une plante. OK? Alors moi, j'adore les plantes, mais faites attention. Il y en a qui ont trop de plantes, ils les arrosent trop, puis il y a plein de moisissures dans la terre. Alors, il faut doser. OK? Donc, on veut réduire les polluants à la source. Règle numéro 1. Et ça, c'est la Bible. Au début, ça, c'est le début du rapport. C'est pour savoir, là, avant d'appeler quelqu'un pour investiguer la qualité de l'air, ben, est-ce qu'il y a des odeurs bizarres? Alors, une des choses que Virginia me disait, c'est que typiquement, les vieilles maisons vont avoir une odeur terreuse. Ça, c'est de la moisissure. Et typiquement, les maisons neuves vont avoir une odeur chimique. Et les gens qui viennent de l'extérieur vont le remarquer. Puis les gens qui restent dans la maison, qui sont toujours là, ben, ils ne remarquent pas, mais chaque maison a sa propre odeur. Donc, c'est bon des fois de quitter. Si on est malade, on veut quitter la maison quelques jours, puis là, on voit en revenant qu'est-ce que ça sent, puis si les symptômes reviennent. Si on quitte, puis les symptômes disparaissent, puis on revient, puis les symptômes reviennent, ben, on sait que c'est probablement la maison. Donc, il y a plein de petits tests très simples à faire comme ça. Un autre, c'est si vous voulez bâtir et vous avez un peu des allergies, des sensibilités aux produits chimiques, un des trucs, c'est de faire comme la SCHL a fait avec les personnes hypersensibles, c'est de tester les matériaux. Alors, vous allez prendre un échantillon d'isolant. Ici, on a un isolant de coton. Alors, tu mets ça dans un bocal de verre, tu le fermes étanche, tu le mets sur le bord de la fenêtre au soleil, puis après une journée, tu l'ouvres, tu le sens, tu tombes sur le dos, tu vas à l'hôpital. Non. Puis là, tu vois, ça t'incommode. Mais il y a des gens qui sont obligés de faire ça avant de construire. Puis c'est pas mauvais, dans le fond. Ne serait-ce que de voir, ouf, tu sais, s'il y a une odeur qui me déplaît, même si je ne fais pas une crise d'asthme, là, déjà, c'est très parlant. Mais évidemment, je vais vous donner plus de cues de ce côté-là, sur les divers matériaux. Alors, on va rentrer dans les contaminants biologiques avec la poussière. Évidemment, toute personne avec des problèmes pulmonaires, c'est critique de minimiser la poussière. Il y en a toujours de la poussière. C'est impossible d'éliminer la poussière. Mais évidemment, la première chose à faire, c'est de passer un linge humide. Mais vous savez, les enfants qui ont de l'asthme, on sort tous les toutous en peluche de la chambre et tout ça. Mais ce qui est très important, dans leur cas, eux, ils ont vraiment besoin d'une filtration haute efficacité. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a vraiment des problèmes respiratoires, ça prend un filtre HEPA. HEPA. C'est High Efficiency Particulate Arrestor. C'est l'industrie nucléaire qui a développé ce type de filtration-là qui va aller chercher les particules de 0,3 microns qui sont invisibles. Elles sont tellement petites, elles vont se rendre profondément dans les poumons et dans le sang. Alors, c'est ce qu'il y a de plus toxique parce que c'est petit, ça va dans le sang et on veut les éliminer. Donc, pour toute personne qui a des problèmes respiratoires, un filtre HEPA, HEPA, mais un true HEPA, un vrai HEPA.
Il y en a que c'est des semis, là. Mais un vrai HEPA, c'est certifié que c'est efficace à 99,97%, jusqu'à 0,3 microns. Donc, pour une ventilation centrale, si vous avez un échangeur d'air ou une fournaise, on peut le greffer à ce système-là. Mais en plus, je le mettrais portatif dans la chambre de la personne qui a des problèmes respiratoires. Et on peut le mettre à haute vitesse, comme pendant une demi-heure avant que la personne se couche. Ça va vraiment nettoyer. Ils se servent de ça dans les laboratoires où ils ont besoin d'un air très, très pur. L'autre chose qui est importante aussi, ça va être d'avoir un aspirateur qui est soit avec un filtre HEPA, mais un vrai HEPA, parce qu'il y en a qui ne sont pas étanches, donc ce n'est pas si efficace que ça. Mais la meilleure chose, dans le fond, si on a une personne avec des problèmes respiratoires dans une maison, c'est d'avoir l'aspirateur à évacuation extérieure. Ça, pendant des années, quand j'écrivais là-dessus, je citais les chercheurs, puis tout le monde disait non, 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 mais ça commence à entrer dans les mœurs. Au lieu de qu'on ait un réservoir dans un placard où on envoie l'air soufflé à haute vitesse, puis c'est filtré, puis l'air ressort. Mais quand l'air ressort, il y a toujours des poussières qui ressortent. Alors, on ne veut pas faire ça. S'il y a des personnes qui ont des allergies, de l'asthme, de la bronchite, etc., on l'envoie dehors, la poussière, tout simplement. Ça règle le problème. Poussière, évidemment, on n'aura pas de tapis dans la maison. On va enlever tout ce qui accumule les poussières, tout ça. La nuit, évidemment, on va vouloir fermer les fenêtres et avoir une maison quand même assez étanche. Puis ça, c'est une question que les gens demandent souvent, les échangeurs d'air. On fait toujours marcher ça à l'année longue ou quoi? Et puis moi, quand je me suis fait construire, en fait, en 98, j'ai posé la question aux gens du programme R2000 à Ottawa. R2000, c'est l'ancêtre de Nouveau Climat, ça a été lancé en 81. Quand la MIO venait d'être bannie, on lançait un programme d'efficacité énergétique, des maisons qui coûtaient 50% moins cher, mais la qualité de l'air déjà était une priorité. Les échangeurs d'air, ventilateurs récupérateurs de chaleur, qu'on appelle VRC, ont été inventés en Saskatchewan autour de 1977. Et donc, la CHL recommandait dès le début ces appareils-là parce qu'on fait des maisons très étanches. Et au programme R2000, j'ai écrit des publi-reportages pour eux pendant longtemps dans ma revue. C'est les seuls pour qui j'ai déjà écrit des publi-reportages. Ils m'ont dit, fais-le donc toujours marcher, ton VRC. C'est 100 watts. C'est comme une ampoule. Là, aujourd'hui, il y en a qui consomment encore moins que 100 watts. Et puis, j'ai un filtre, moi, il n'est pas EPA, mais à très haute efficacité, de LifeBreath. Puis l'idée, c'est que tu peux filtrer le pollen en été. Si tu laisses toujours marcher ta ventilation mécanique, tu vas réduire le taux de pollen. Mais évidemment, il y a les questions de confort. Alors là, s'il fait extrêmement chaud dehors pendant une canicule, tu peux réduire, mettre en recirculation 40 minutes ou 20 minutes par heure, par exemple. C'est des genres de stratégies qu'on utilise. Puis ça n'empêche pas, évidemment, les portes, les fenêtres, on les ouvre, là. Mais si c'est extrêmement humide, inconfortable, c'est le fun d'avoir une maison étanche, bien isolée, ventilée pour être en santé. Mais quand on est vraiment dans une maison de type Nouveau Climat ou très isolée, là, tu rentres là-dedans, les gens rentrent chez nous l'été puis ils pensent que c'est climatisé. Il y a quelques années, j'ai rajouté à l'étage une thermopompe, là, mais on est bien dans une maison qui est étanche et bien isolée. Donc, la question de ventiler par les fenêtres, oui, mais il y a quelques années, en fait, il y a 18 ans, Ginette Dupuis, elle m'a dit, tu vas voir, André, tu vas tomber malade à cause de ton échangeur d'air. Vous pourrez lui dire ça demain. Mais je ne suis pas encore tombé malade à cause de l'échangeur d'air. S'il est bien conçu, bien installé, bien entretenu, il n'y a pas de danger. J'ai fait nettoyer les conduites après 10 ans. Là, ça fait 18 ans, fait qu'on va les nettoyer à nouveau bientôt. On n'a pas de tapis mur à mur, on a des chiens, un chien, des fois des chiens à poils longs, mais s'il n'y a pas de moisissure dans les conduites et tout ça, ce n'est pas dangereux, les ventilateurs récupérateurs de chaleur. C'est vrai que ça peut réduire un peu les ions négatifs. Les isolants, comme je vous disais, ils ont testé avec les personnes hypersensibles les isolants. On va mettre les choses au clair. Ce n'est pas les isolants qui rendent les gens malades dans les maisons en général. Ce n'est pas parce que j'ai des annonceurs d'isolants non plus que je vous dis ça.
Les murs devraient être étanches à l'air. Il y a toujours un petit peu de fuite. On sait que le polystyrène va émettre un peu plus que l'uréthane. L'uréthane appliqué par un professionnel, ça va émettre après 24 heures quand on mesure ou 48 heures, là, c'est presque zéro, c'est indétectable. Il y a pas mal plus d'émissions de vos chandelles parfumées et de vos sambons. Ne serait-ce que ça va vous rendre bien plus malade que les émissions. L'uréthane, elle, c'est quand on l'applique, c'est des isocyanates qui provoquent des crises d'asthme, on le sait. L'installateur porte un masque. La fibre de verre, pendant longtemps, la fibre de verre et l'aile de roche étaient soupçonnées cancérogènes. Finalement, ils ont été déclassés. C'est rare que quand ils classent, ça va toujours vers le haut. Peut-être, probablement, ou reconnu cancérogène ou pas cancérogène. Mais les fibres, à part l'amiante, les fibres ont été déclassées. Ce n'est pas classable quant à la cancérogénité parce que dans les maisons, les habitants ne respirent pas assez de ces fibres-là pour même pouvoir faire des bonnes études. On est inquiet pendant longtemps pour les installateurs, les professionnels, mais pas les gens qui vivent dans une maison. Alors aujourd'hui, ils ont enlevé le formaldéhyde aussi des laines. C'est du phénol ou d'autres résines qui ne sont pas nocives. La cellulose, elle est écolo. Bon, elle, c'est du borax, qui est un pesticide naturel. On sait qu'en agriculture bio, si tu es beaucoup exposé à l'acide borique, au borax, tu peux avoir, on soupçonne là, des choses, là, mais il n'y a personne qui va manger de la cellulose. Les encres ne sont pas supposées avoir des métaux lourds dans la cellulose, mais l'important, c'est fermer vos murs. Surtout si vous avez un isolant plastique à l'intérieur de l'enveloppe, parce que c'est combustible. Le code du bâtiment exige de recouvrir de matériaux par feu, gyps ou autres, les isolants plastiques. Alors, ne laissez pas la laine d'endiller au plafond, des choses comme ça. Alors, on va choisir les isolants pour leur côté naturel en premier, évidemment. Le chanvre, dans le fond, ça serait le meilleur choix. Il y a une usine de chanvre qui va être construite ce printemps. J'ai mis l'article sur mon site l'autre jour, puis j'ai été obligé de le retirer parce que Investissement Québec veut l'annoncer avant fauteux. Mais il avait dit oui, Sébastien Bellec de MEM. En tout cas, on va le remettre sur le site bientôt. Mais c'est une bonne nouvelle, isolant fabriqué au Québec. Mais oui, c'est 1,5 fois à 3 fois plus cher que les autres. Alors, c'est des choix de société qu'on fait. Mais c'est pas très cher isoler une maison. Hein? C'est comme acheter de la peinture, c'est pas cher. Payer 40$ ou 80$ un gallon de peinture, tu n'en mets pas beaucoup, c'est ta santé. Je viens de faire un article sur les peintures, puis ils ont beau dire sans COV, c'est pas vrai. Là. Il y a toujours un peu de COV, puis il y a des SCOV, les semi-volatiles. C'est les semi-volatiles qui ne sont pas déclarés obligatoires dans les peintures, qui sont dangereux. Puis d'autres cochonneries là, qui sont dans les secrets industriels. Donc, c'est mieux les peintures écologo, mais ce n'est pas bon pour la santé. Comme les peintures Oro, Livos. Vous connaissez Livos? Oro, c'est toqué, T-O-C-K-A-Y. L'idéal, c'est vraiment d'avoir l'isolant à l'extérieur du pare-air. Bien, comme double pare-air, isolé à l'extérieur de l'enveloppe. Il y a des gens qui mettent tout à l'extérieur. Pour qu'à l'intérieur, tu aies juste des fils et des tuyaux, puis aucun risque, mais c'est aussi une question de condensation qu'ils font ça, isolé de l'extérieur de l'enveloppe. Là. Mais ce que Benoît de Belvédère fait, c'est génial. Moi, je pense que c'est la tendance. Faites une double ossature, mais faites un mur étanche. Bon, alors les fameux bois d'aggloméré. L'urée formaldéhyde, de la mousse isolante d'urée formaldéhyde, est encore utilisée dans certains produits de bois d'aggloméré. Ça s'appelle l'uréformol. La colle s'appelle uréformol. C'est elle qui dégage beaucoup de formaldéhyde, qui est un gaz reconnu cancérogène, qui va irriter les voies respiratoires et qui peut être un sensibilisant chimique. Ça peut vous rendre hypersensible. Ça rend hypersensible quand tu as des fortes doses de formaldéhyde. Puis formaldéhyde, il y en a partout. Il y en a dans le bois naturel. C'est normal. Une planche de bois, il y a du formaldéhyde. Fumée de combustion. Mais ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les panneaux d'agglomérés, c'est-à-dire les panneaux de particules pour les armoires. Panneaux de particules, il faut que ça soit, leur jargon, c'est sans formaldéhyde ajouté. Mais ce qu'on veut chercher, c'est la certification CARB, C-A-R-B. Quand tu as ça, tu es en carrosse, tu es correct.
California Air Resource Board, c'est eux qui font les normes sur les émissions des véhicules, puis ils s'occupent aussi des émissions de formaldéhyde. Ou en Europe, c'est la norme E1. E0 ou E2, c'est de la merde, tu veux E1. Il ne faut pas se faire avoir par le marketing. Et donc, c'est le minimum. Puis aujourd'hui, il y a des cols à base de phénol, formol, qui n'émet pas parce qu'ils résistent à l'humidité. Le contreplaqué puis l'OSB, ça n'émet pas de formaldéhyde, ou c'est insignifiant parce que c'est une colle de phénol. Attention, contreplaqué, je parle de contreplaqué de résineux qu'on met pour les murs et les planchers. Si vous faites de l'ébénisterie, c'est des feuillus de l'érable et autres. Ça, c'est de l'uréformol, il faut faire attention. Donc, ce que j'aime bien, c'est les panneaux Pure Bond, P-U-R-E-B-O-N-D, de Columbia, Forest Products, mais il y a plusieurs fabricants au Québec, Uniboard en fait également. Puis ça, c'est le fun, grâce au programme LEED, c'est devenu pas mal standard, facile à trouver. C'était plus difficile à trouver autrefois. Il y a aussi les poteaux, les poutres qui sont à lamelés collés, tout ça, les gens me demandent est-ce que c'est nocif pour les personnes hypersensibles. Bien, il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont le tolérer parce qu'il n'y en a pas énormément, puis ils tolèrent quand même le phénol. D'autres personnes tolèrent vraiment absolument rien. Bien là, je dirais mettez du bois naturel, mais même ces personnes-là ne tolèrent même pas les résineux. Les plus hypersensibles, ça prend juste du feuillu pour eux. Moi, j'ai un sauna chez nous, il est en tilleul. Je peux faire de la tisane avec mon mur, tu sais, je fais couler de l'eau. Mais donc, une personne qui a des problèmes respiratoires, pas juste des personnes hypersensibles aux produits chimiques, une personne qui fait de l'asthme et de l'allergie, en fait, ce sont des personnes qui ont sûrement des intolérances chimiques parce qu'ils réagissent à certains aliments. Puis, tu sais, ils commencent, ils sont jeunes, ils ne sont pas trop malades, mais c'est sûr que si tu as de l'asthme et des allergies, tu commences à être plus sensible aux produits chimiques. Donc, les moquettes, les tapis. Dans un monde idéal, il y en aurait zéro dans une maison ou quelques carpettes. La carpette, pourquoi? Parce qu'on peut la sortir, la nettoyer. Le mur à mur qu'on appelle moquette, c'est extrêmement difficile à nettoyer. Un, c'est du nylon, puis ça se détache, tu respires du plastique. C'est pas bien bon pour les poumons et tout le reste. Mais c'est souvent... Bon, puis en plus, c'est une éponge qui va ramasser poussière, vapeur chimique, humidité, nid à bactéries, etc. Et extrêmement difficile, ça prend un aspirateur. Il faut passer au moins 7 fois avec un super bon aspirateur pour vraiment aller chercher la crasse. Ça, c'est Jim White, là. Il a fait des tests, là, passer au moins 7 fois, qui c'est qui fait ça, là, à chaque endroit. Et puis, les produits chimiques, surtout, qu'ils vont mettre dans les tapis. Tout ce qui est anti-tache, anti-feu, fuyez ça comme la peste. C'est du téflon, c'est du fluor. Là, grâce à la Californie, il y a eu tellement de pression parce qu'il y a tellement de maladies à cause des retardateurs de flammes. On peut acheter un divan aujourd'hui sans retardateur de flammes. C'est autorisé maintenant depuis 2 ans, je pense. Donc, jamais vous changez vos meubles, très important. Puis, si on vous propose des produits donc anti-tache, anti-feu, tout ça, non. Également, si vous faites nettoyer les conduites de ventilation, jamais de biocides. C'est des pesticides. Ils ont beau être bio, là, ça tue. C'est là pour tuer. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas parlé des huiles essentielles tantôt. Oui, les huiles essentielles, mais à très petite dose. Il y a beaucoup de gens qui réagissent mal aux huiles essentielles. Le sapin, c'est quelque chose de local, de doux. Notre biologie est plus compatible avec le sapin. Moins fort que d'autres huiles essentielles, mais allez-y, mollo. Beaucoup de gens ont utilisé des huiles essentielles pendant des années, mais ça doit être naturel, c'est tellement concentré. Beaucoup de gens ont développé des intolérances aux huiles essentielles. Ça peut être déclenché par des moisissures ou un produit chimique qui rendent intolérant aux produits chimiques. Et même les moisissures et produits chimiques peuvent rendre intolérants aux champs électromagnétiques. Donc, les tapis, ce que la SHL recommande, si vous en voulez absolument, les règles, c'est moquette le plus possible, pas de mur à mur, des fibres naturelles. Mais si vous achetez un tapis de laine, il a été lavé contre les mites, traité avec des mites, avec des pesticides probablement. L'idéal, c'est de le nettoyer en partant. Compliqué la vie au 21e siècle. Hein? La SHL me disait ça il y a 20 ans. Là.
puis pas de produits chimiques dessus, puis ben voilà, un aspirateur central à évacuation extérieure.